Alex. Donc, en effet, on va parler ce soir d'hypercalémie, dangers et nouveaux remèdes. Donc, voici les conflits d'intérêts potentiels là, des deux conférenciers donc, de ce soir, donc moi-même en haut et ensuite Mme Christine Lapointe. Et les objectifs pour ce soir, donc, c'était de démontrer la prévalence, l'impact, le fardeau de l'hypercalémie chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique ou d'insuffisance cardiaque, incluant l'utilisation sous-optimale des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Identifier les stratégies de traitement appropriées pour corriger et maintenir la kaliémie, et finalement développer une stratégie de gestion de réintroduction des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone suite à un épisode d'hyperkaliémie. Donc, on va commencer par un peu d'épidémiologie. La prévalence est de 2 à 3 dans la population en général. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très, très fréquent, mais ce n'est pas non plus très rare. Hein. On en voit quand même. Mais certains sous-groupes de patients en font plus. On reconnaît évidemment ici les insuffisants cardiaques, les diabétiques, surtout les insuffisants rénaux chroniques et aussi certains hypertendus, et notamment ceux qui utilisent donc des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Chez les patients hospitalisés, on note une prévalence plus grande, jusqu'à 10 mais évidemment, c'est des gens plus malades. Il y a beaucoup à ce moment-là d'insuffisance rénale aiguë. En général, 80 des cas sont des potassiums en bas de 5,5, donc des hypercalémies considérées légères. Mais comme on va voir durant la présentation, l'hypercalémie légère, on ne doit pas la sous-estimer. Il faut la traiter pour éviter des hypercalémies sévères parce que faire un épisode d'hypercalémie augmente le risque de faire un deuxième épisode et encore plus d'épisodes par la suite qui peuvent être donc de plus en plus graves, d'où l'intérêt de traiter même l'hypercalémie légère pour éviter d'avoir un épisode d'hypercalémie sévère éventuellement. Donc, le risque de faire un épisode dans sa vie, c'est 30 chez les patients avec insuffisance cardiaque qui sont sous inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone et 50 chez les patients avec insuffisance rénale chronique. Donc, c'est vraiment les patients avec insuffisance rénale chronique qui en font plus. Donc, une définition ici de l'hypercalémie, ce qu'on retrouve donc dans le compagnon d'insuffisance cardiaque de la Société canadienne de cardiologie. Donc, c'est vraiment à partir de 5,1 qu'il faut s'en préoccuper. On dit ici entre 5,1 et 5,6, on peut le vérifier. Donc, on appelle le patient, on fait quelques interventions, on fait un contrôle plus tard dans la semaine. Entre 5,6 et 5,9, un contrôle peut-être un peu plus rapproché. Et en haut de 5,9, en fait, en général, on dit en haut de 6. Là, c'est réellement le moment où on va envoyer le patient à l'urgence pour un traitement aigu de l'hypercalémie. Donc, pourquoi c'est si important, puis qu'on peut même envoyer des patients à l'urgence, mais c'est à cause du risque de mortalité. Vous voyez ici, par rapport au groupe témoin, le risque de mortalité il est plus grand chez certains sous-groupes de patients comme les diabétiques, les insuffisants cardiaques ou ceux ayant une néphropathie chronique. Si on regroupe ces trois groupes-là, vous voyez que par rapport au groupe témoin, il y a vraiment une grosse différence. Et vous voyez, c'est vraiment à partir là, de 5, 5,1 que la mortalité augmente. Donc, il faut s'en préoccuper dès le début. Puis évidemment, c'est pire plus que la kaliémie est élevée. Puis je vous ferai remarquer là, que l'hypokaliémie aussi, ça peut être dangereux. Ce n'est pas le propos de ce soir, mais il faut aussi prévenir et traiter l'hypokaliémie aussi éventuellement. En dialyse, nous, les néphrologues, on le sait bien aussi que c'est dangereux. Donc, même à partir de 5,1, il faut s'en occuper. Et c'est à partir de là où vraiment là, la mortalité de toute cause, l'hospitalisation ou le composé cardiovasculaire augmente. Évidemment, c'est pire en haut de 6, là, mais vous voyez que dès 5,1, il faut s'en occuper. On dit en général qu'il faut confirmer l'hypercalémie, mais ne pas attendre pour la traiter parce que d'un coup, c'est effectivement une vraie hypercalémie, il faut tout de suite la traiter, mais c'est bon de le confirmer assez rapidement parce qu'il existe des cas de pseudo-hypercalémie, comme par exemple les tubes qui traînent longtemps avant d'être testés. Ça fait sortir le potassium des cellules. Exercice récent, même serrer le poing, là, comme certains font faire à leurs patients avant de faire des prises de sang, ça peut faire sortir le potassium des cellules. Donc, les prises de sang très difficiles avec l'utilisation d'un garrot prolongé aussi, c'est problématique. Et évidemment, l'hémolyse, toujours regarder s'il y a de l'hémolyse sur notre prélèvement. Erreur de laboratoire toujours possible. Et leucocytose et thrombocytose, c'est une cause bien connue de pseudo-hypercalémie. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps de parler de pseudo-hypercalémie, mais ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande cet article sur les erreurs potentielles de mesure de la calémie. Donc, même si c'est un article de 2013, là, c'est encore d'actualité, ça n'a pas beaucoup changé et je trouve très intéressant. Donc, on va dire que c'est une vraie hypercalémie, donc il faut la prendre en charge. Vous voyez ici sur cette diapo, peut-être la plus importante de la présentation, la prise en charge en 5 points. On va commencer par prescrire un régime pauvre en potassium.
Je vais faire tout de suite un petit aparté là-dessus parce que les sources de potassium, c'est assez méconnu, mais ça change d'une source à l'autre en termes de biodisponibilité. On sait que la biodisponibilité du potassium donc, varie selon la source. C'est plus de 90 pour les viandes animales et les sources végétales transformées. Et c'est seulement le 2 tiers pour les sources végétales entières. Donc, c'est ça qu'on devrait privilégier. D'ailleurs, c'est ça qui est meilleur pour la santé. Et il faut savoir aussi que les additifs alimentaires sont presque 100 absorbés aussi. C'est pour ça que nous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on utilise cet outil pour réduire l'hypercalémie. Donc, c'est un peu la diète faible en potassium que l'on présente à nos patients. Et la première chose qu'on dit aux patients pour éviter les excès de potassium, c'est éviter les aliments transformés qui contiennent des additifs de potassium. Donc, tout ce qui contient potassium sur l'étiquette. Donc, chlorure de potassium, lactate de potassium, phosphate de potassium, etc. Bon, les patients devraient éviter ça. Et donc, le meilleur truc, c'est de ne pas utiliser d'aliments transformés. Éviter les aliments peu nutritifs mais riches en potassium. On parle ici des chips, des frites, chocolat. Attention au café. Évidemment, les charcuteries. Attention aux produits de l'érable. Le printemps s'en vient. Les produits de l'érable, ça contient du potassium. Si on en utilise en grande quantité, c'est un problème. Vin, bière, etc. Et attention aux substituts à base de sel de potassium. Donc, on dit à nos patients, notamment les hypertendus, éviter le sel de sodium. Alors, les gens souvent se tournent vers les sels de potassium. Et donc, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de sodium, mais pour certains, ça peut être trop de potassium. À ce moment-là, moi, je dis aux patients, utilisez n'importe quelle épice, le poivre, tout ce qui est piquant, mais évitez les épices mélangées qui contiennent souvent du sel et les substituts de sel de sodium qui sont souvent du sel de potassium. On recommande donc tous les légumes sont permis, tous les fruits sont permis. On ne parle plus d'éviter les bananes, des choses comme ça, à moins qu'il y ait un abus évident de bananes, de tomates ou de choses comme ça. Mais maintenant, on ne fait plus ça. On évite surtout les excès de protéines d'origine animale et on privilégie les produits céréaliers à grains entiers. Donc, régime pauvre en potassium, c'était souvent la seule intervention qu'on va faire. Ça fonctionne très bien chez les gens observants. Prendre en charge l'acidose métabolique, bien là, c'est pas pour tout le monde parce que pour en faire, l'acidose métabolique, c'est souvent associé à l'insuffisance rénale chronique avancée. Donc, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais mesurer le bicarbonate, on ne sait jamais. Ensuite, recours aux diurétiques au besoin et penser aux inhibiteurs SGLT2. Les inhibiteurs SGLT2 réduisent le potassium. Ça protège contre l'hypercalémie. Mais encore une fois, les diurétiques, des fois, les patients n'en ont pas besoin, ni d'inhibiteurs SGLT2. Donc, des fois, on ne peut pas utiliser la stratégie numéro 3. Sinon, évidemment, interrompre pour réduire la prise de doses de médicaments non essentiels associés à l'hypercalémie. Évidemment, le potassium perros, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et étant donné que souvent, ces 4 premières interventions-là sont souvent limitées, donc des fois, on est obligé d'utiliser les liants du potassium. Donc, vous connaissez donc, le sulfonate de polystyrène sodique, le fameux cahiexalate, le polystyrène calcique. Moi, je pense qu'il est mieux parce qu'il ne contient pas de sodium. Et les nouveaux, le zirconium et le batyromère, qui peuvent être très utiles parce que le cahiexalate, c'est souvent ça a de mauvais goût. Souvent, les gens ne veulent pas l'en prendre, donc ça prend des alternatives. Puis là, il y en a, donc c'est assez intéressant. On va y revenir sur ces alternatives, mais avant, je dois vous dire que dans les recommandations Kidigo, ainsi que dans plusieurs autres recommandations, mais nous, les néphrologues, on utilise et on produit et on utilise les recommandations Kidigo. Kidigo, c'est pour Kidney Disease Improving Global Outcome. Ça a été recommandé depuis plusieurs années, donc une recommandation traitement d'hypertension en insuffisance rénale chronique en 2021, néphropathie diabétique en 2022 et une recommandation qui vient d'être publiée là, cette semaine. C'est curieux parce que c'est daté d'avril 2024, mais on sait déjà, c'est déjà publié. Dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, on a toujours quelque part la même recommandation, c'est-à-dire d'utiliser l'arrêt des médicaments essentiels comme les ISA, les ARA, les ARM, comme spironolactone, éplérenone et finerenone en dernier recours. Puis si on est obligé de les arrêter pour cause d'hypercalémie, avoir un plan de reprise, ça, on va y revenir. Donc, ce que nous savons concernant l'hypercalémie, c'est que l'incidence d'hypercalémie est plus grande dans certaines populations où l'utilisation d'inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone est souvent indiquée de façon absolue. Comme l'insuffisance rénale chronique, c'est une indication absolue d'un ISA ou d'un ARA. Ça, on le sait depuis longtemps. L'insuffisance cardiaque, c'est une indication absolue d'un ISA et d'un ARA et même d'un ARM, spironolactone ou éplérenone. L'hypertension, c'est parfois une indication, comme par exemple les coronariens, les patients athérosclérotiques ou vasculaires périphériques. Et en hypertension réfractaire, c'est aussi une indication
d'avoir un ARM et un ISA ou un ARA, parce que l'espironolactone, très efficace en hypertension réfractaire, mais c'est souvent à ce moment-là combiné à un ISA ou un ARA. Et le diabète aussi, c'est une indication absolue. D'ailleurs, la néphropathie diabétique, ça aussi, c'est un traitement combiné à base d'ISA ou un ARA. Et l'ARM, à ce moment-là, ce sera la finerenone. Malgré tout ça, près de 40 des patients qui devraient prendre un inhibiteur du système rénine-angiotensin allostérone n'en ont pas, probablement par crainte d'hypercalémie ou méconnaissance des recommandations, peut-être aussi une certaine inertie thérapeutique autour de ça, très certainement. Donc, dans ces populations, mais aussi au total, l'inhibition du système rénine-angiotensin allostérone s'associe à l'hypercalémie. Vous voyez ici, au total, quand on prend un inhibiteur du système rénine-angiotensin allostérone, on double le risque d'hypercalémie. Et ça, c'est vrai pour tous les sous-groupes de patients, même ceux qui ont une indication absolue d'inhibiteur du système rénine-angiotensin allostérone. Et ceux qui en font le plus, évidemment, les insuffisants rénaux chroniques. Ce qu'on sait aussi, c'est que diminuer ou cesser définitivement les inhibiteurs du système rénine-angiotensin allostérone est malheureusement une stratégie fréquente de traitement de l'hypercalémie. Par contre, utiliser des doses sous-optimales de ces agents augmente la mortalité chez tous les types de patients. Donc, comme vous voyez dans cette grande banque de données de plus de 200 000 patients qui prennent tous des inhibiteurs du système rénine-angiotensin allostérone, on a un certain taux de mortalité de base là, qui est à peu près à 4 %. Donc, si on donne des doses sous-optimales, on double la mortalité à 8 %. Puis si on les cesse définitivement, là, vous voyez qu'on presque triple la mortalité à 11 %. Et ça, c'est vrai, peu importe le sous-groupe. Encore une fois, des sous-groupes avec des indications absolues comme insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, diabétique. Donc, c'est sûr que, basé là-dessus, les recommandations sont de ne pas les arrêter définitivement et même d'éviter de réduire la dose définitivement. Donc, en hypercalémie, est-ce qu'on peut cesser définitivement les inhibiteurs du système rénine-angiotensin allostérone? Non. N'oubliez pas que ce sont des médicaments cardioprotecteurs, néphroprotecteurs et qui réduisent la mortalité totale dans de nombreuses indications, comme on a dit tantôt, hypertension, diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, néphropathie diabétique surtout. Donc, parfois, on peut réfléchir et dire, moi, je veux l'éviter, ces médicaments-là, pour éviter la mort, parce que là, le patient a fait des hypercalémie. Non, parce qu'au contraire, ça double ou même triple la mortalité. Donc, on n'a pas cessé définitivement ces agents-là pour cette raison. On peut les cesser temporairement, mais essayer de ne pas les cesser définitivement. Maintenant, d'autres, curieusement, se posent la question pour préserver la fonction rénale. Moi, je trouve que c'est un peu un raisonnement curieux parce que pourquoi arrêter un néphroprotecteur pour préserver la fonction rénale? On voit qu'il y a de la confusion ici. Alors non, hein, car c'est un agent néphroprotecteur. Évidemment, ça va accélérer la perte de fonction rénale. C'est un phénomène bien étudié. On ne doit donc pas cesser définitivement ces produits-là pour cette raison. On les poursuit, même en insuffisance rénale chronique très avancée. D'ailleurs, il n'y a pas de limite inférieure de DFG pour utiliser les inhibiteurs du système rénine-angiotensin allostérone. Mais évidemment, quand le DFG est très, très bas, c'est souvent associé à un lien du potassium. Puis nous, en néphrologie, on les utilise à la clinique pré-dialyse abondamment. Et même en commençant la dialyse, on les garde. À ce moment-là, en dialyse, on les garde pour préserver la fonction rénale résiduelle et surtout, quand les patients deviennent anuriques, ben, c'est pour la protection vasculaire à ce moment-là. Évidemment, des exceptions existent. Évidemment, le patient non-observant stratégie de prise en charge de l'hypercalémie, éventuellement, évidemment, ça se peut que dans ces cas-là, on soit obligé de l'arrêter définitivement. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser cet algorithme-là. Donc, dès qu'on instaure un traitement par un ISA ou un ARA, il faut surveiller le potassium et la créatinine. Si le potassium est normal et que la créatinine a augmenté de moins de 30 parce que ces agents-là réduisent l'hyperfiltration, donc la créatinine va augmenter. Il faut avertir le patient que ça va arriver. Mais si c'est moins de 30 ça va. On augmente la dose n'est pas déjà la dose cible et on continue à faire des contrôles. Ensuite, s'il n'y a pas d'hypercalémie, on fait un contrôle de routine. Par contre, si l'augmentation de la créatinine est de plus de 30 à ce moment-là, peut-être que le patient a fait sa prise de sang durant un épisode d'insuffisance rénale aiguë. Il faut voir s'il y avait peut-être une gastroentérite à ce moment-là ou un problème. Corriger la déplétion volimique, peut-être qu'il est surtraité aussi avec des diurétiques. Il faut évaluer tout ça. Réévaluer les médicaments concomitants, diurétiques anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si jamais l'augmentation est de plus de 30 dans un ciel clair, il faudrait envisager à ce moment-là de faire des investigations pour trouver des séances bilatérales des artères rénales. S'il y a de l'hypercalémie,
on fait exactement comme on a dit tantôt, en 5 étapes. On passe en revue les médicaments concomitants, modérer l'apport en potassium, envisager diurétique, inhibiteur GLT2, bicarbonate de sodium s'il y a une acidose métabolique, et les échangeurs de cations, donc les fameux liants du potassium, pour corriger notre hypercalémie. Et encore une fois, ne réduire la dose ou cesser définitivement le traitement par inhalation en aura ou un ARM qu'en dernier recours. Si on est obligé de le faire, avoir un plan de reprise. Ce qui nous amène donc aux liants du potassium, parce que souvent, ça va être difficile et on va être obligé d'utiliser les liants du potassium pour maintenir nos médicaments essentiels pour nos patients. Donc, vous connaissez depuis de nombreuses années le polystyrène sulfonate qui peut être sodique ou calcique, donc homologué en 1958, donc avant qu'il y ait, qu'on ait besoin de faire des études là, pour que les médicaments soient question très large, le traitement de l'hypercalémie sur une résine échangeuse de sodium, donc pour du potassium surtout, mais aussi magnésium, calcium, NH4+. Il s'agit surtout au côlon distal. C'est pour ça qu'il y a un certain délai d'action de 4 à 7 heures, sauf si administration rectale. Donc à l'urgence, on peut faire des lavements rectales avec du caïxalate. Mais honnêtement, moi, ça fait des années que je n'ai pas vu ça. On ne fait plus ça. Là. Le traitement aigu là, de l'hypercalémie, c'est très efficace. On utilise l'insuline glucose, bicarbonate intraveineux, du calcium intraveineux pour stabiliser les membranes, éviter les arythmies aiguës. On n'a plus besoin de ça en général. Combiné initialement avec le sorbitol pour livraison plus rapide et éviter les obstructions. Mais les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence sur la diminution du potassium avec ou sans sorbitol. Mais l'utilisation avec un peu de sorbitol, ça fait du sens là, pour que ça se rende plus vite au côlon et éviter les obstructions potentielles. Donc, une seule étude randomisée, mais je l'ai vu donc, avec ce médicament qui est utilisé depuis plus de 60 ans. C'est une étude qu'on a faite, nous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai eu la chance de participer à cette étude, une étude randomisée à double aveugle avec des patients DFG en bas de 40, mais qui n'étaient pas dialysés, hypercalémie légère, entre 5 et 6, 30 versus placebo. Et je vous épargne les détails, mais si on soustrait l'effet du placebo, il y a moins 1 0,04 millimoles en une semaine de baisse de potassium. Donc, les gens étaient rendus normaux kaliémiques en grande majorité. Et ça démontrait pour la première fois dans une étude randomisée que ça fonctionnait. Évidemment, on se doutait bien que ça fonctionnait parce que ça faisait plus de 60 ans qu'on l'utilise, mais quand même, c'est bon d'avoir une étude randomisée, au moins une. Bon, l'éléphant dans la pièce concernant le polystyrène, c'est vraiment la nécrose intestinale. Donc, il y a eu un black box depuis il y a plusieurs années là, de la FDA suite à des études chez les rats. Ensuite, plusieurs cas ont été rapportés, mais pas d'études prospectives. Initialement, c'était associé à des grosses doses de sorbitol, mais ça peut être aussi observé avec le polystyrène seul dans des études rétrospectives, comme par exemple cette étude de plus de 120 000 patients, dont plus de 2 000 prenaient du polystyrène. On note comme taux de nécrose intestinale 0,14 versus 0,07 ce qui fait un NNH, là, donc Number Needed to Harm, de 1400, ce qui est énorme, en assumant évidemment la signification statistique. Donc, c'est quelque chose d'incertain, mais ça semble vrai, mais très rare. Mais même, mis à part la nécrose intestinale, c'est quand même un produit mal aimé. Très mauvaise palatabilité, là, ça veut dire, c'est un mot comme plus sérieux pour dire que c'est vraiment mauvais goût. Les patients n'aiment pas ça. Et plusieurs effets secondaires, on va y revenir. C'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux liants du potassium pour mieux traiter nos patients, parce que plusieurs ne voudront pas de caïxalate. On connaît donc le pâtiromère et le zirconium. Le pâtiromère, c'est des billes de polymère cationique non absorbées, tandis que le zirconium, c'est un cristal qui est insoluble et aussi non absorbé. Site d'action du pâtiromère, c'est le côlon, comme le caïxalate. Sinon, le zirconium, c'est tout le long du tractus gastro-intestinal. Ce qui est échangé par le pâtiromère, c'est du calcium, et par le zirconium, c'est du sodium, un peu comme le caïxalate. Le pâtiromère, il y a 3 doses, 8,4, 16,8, 25,2. 2 doses là, pour le zirconium, le 10 et le 5. Et le 10 a déjà été étudié, là, 10 TID pour 48 heures pour le traitement d'hypercalémie aiguë. Donc, il y a plusieurs interactions, doivent être séparées d'au moins 3 heures avec les autres médicaments, comme d'ailleurs le caïxalate. Et pour ce qui est du zirconium, c'est plutôt 2 heures avec certains médicaments dépendant du pH gastrique. L'indication pour le pâtiromère, c'est le traitement d'hypercalémie en insuffisance rénale chronique, mais c'est utilisé aussi à toutes les sauces. Sinon, le zirconium, c'est plus large, le traitement d'hypercalémie chez l'adulte. Donc, quelques mots sur le pâtiromère pour commencer. Donc, c'est comme une genre de poudre blanchâtre. C'est des sachets unidoses. On met ça dans un verre d'eau, on brasse ça, c'est sans goût. Vous reconnaissez, c'est les 3 doses dont on a parlé tantôt.
Polymère, donc non absorbable. On a dit tantôt comme ça doit se rendre au côlon pour agir. 4 à 7 heures à ce moment-là. Échange du calcium contre du H+ dans l'estomac. Pas de sodium, pas non plus de potassium ici de mise en cause. Et plus loin, échange donc l'hydrogène avec du potassium et du magnésium au niveau du côlon. Toujours pas de sodium mis en cause ici. Donc, ça augmente l'excrétion de potassium, mais aussi de magnésium. Donc, quand même de beaucoup. Je vous épargne les études. Je vous en montre une ici. Donc, vous voyez là, un peu comme le caïxalate, après une semaine, ici, ça baisse de 1, ça se maintient dans le temps. Puis dès qu'on l'arrête, bien, ça augmente. Donc, c'est sûr, ça fonctionne très bien. Un mot maintenant pour le zirconium. Donc, c'est aussi une poudre blanche qui se suspend quand on le met dans l'eau. Ça ne se dissout pas. Lui aussi n'a pas de goût. Donc, c'est très curieux quand on met ça. Moi, j'ai déjà essayé quand on met ça dans un verre d'eau. On brasse, on dirait que ça vient complètement blanc, on dirait du lait. Quand on boit ça, vous n'avez vraiment aucun goût. Donc, bien étudié, traitement de correction aiguë. C'est le seul qui a des études en aigu. Traitement de maintien aussi, ça marche bien. Avec les 2 doses ici disponibles, 5 et 10 grammes. Donc, le zirconium, son numéro atomique, c'est le 40, mais sous forme de cristal avec d'autres atomes, ça devient très sélectif pour le potassium. Ça ressemble d'ailleurs à la structure des canaux ioniques. C'est un donneur donc de sodium en échange de potassium. Action rapide après 1 heure. Pourquoi? Parce que lui, il agit tout le long du tractus digestif comparativement aux 2 autres longs. Augmente donc l'excrétion de potassium dans les selles. Alors, encore une fois, je vous épargne les plusieurs études, là, mais vous voyez ici, là, très rapidement, ça baisse le potassium. Ici, l'étude arrête à 48 heures, mais un petit peu plus loin, on sait que ça se maintient sur plusieurs semaines, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne, peu importe, donc, les comorbidités. Ici, vous voyez les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques, les diabétiques. Et vous voyez, il y a du potassium plus haut, ça baisse plus. Et vous voyez, quand on part de plus bas, ça baisse un peu moins. Puis c'est correct parce qu'on quand on part de plus bas, on ne veut pas non plus l'hypocalémie. Maintenant, si on regarde les effets indésirables, bien, c'est vraiment là où il y a un problème avec le caïxalate. C'est un produit, comme on a dit tout à l'heure, mal aimé, donc le polystyrène, plusieurs effets secondaires. C'est difficile d'avoir des chiffres parce que c'est un produit qui a été commercialisé en 1900, dans les années 50, donc ce n'est pas les mêmes standards qu'aujourd'hui au niveau du rapport des effets secondaires, mais ce qui est certain, là, c'est que plusieurs patients se plaignent que c'est le très mauvais goût. Irritation gastrique aussi, c'est très fréquent. Nausées fréquents, vomissements fréquents, constipation fréquent. Ça peut être aussi de la diarrhée, ça dépend des patients. C'est fréquent aussi. Les occlusions intestinales, ça a été rapporté, c'est plutôt rare, mais c'est là. Fécal l'ombre, ça arrive aussi. Et la nécrose intestinale, on l'a vu tantôt, c'est très rare, mais ça semble bien associé effectivement au caïxalate. Le petit romaire, beaucoup moins d'effets secondaires. Bon, c'est sûr, les flatulences, c'est un peu embêtant, mais c'est pas dangereux. Un peu de constipation. Puis, et hypomagnésémie, c'est possible. Rappelez-vous, ça peut échanger aussi un peu le magnésium. Pour ce qui est du zirconium, très peu d'effets secondaires. Ça échange un peu de sodium, donc un peu d'édème de rapporter dans les études, pas grand-chose d'autre. Vous allez voir dans un instant, il y a beaucoup plus de sodium avec le polystyrène. Pourtant, on ne parle pas d'édème ici, probablement parce que ça a été mal étudié. Mais le zirconium, avec les études modernes, le 10 mg, le 10 grammes. Maintenant, comparaison, efficacité et prix. On avait moins 1,04 en 7 jours. Dans les plusieurs études là, de pâturage de Lokelma, on rapporte moins 1 en une semaine aussi. Mais le Lokelma, on doit dire, il agit, lui, plus rapidement, ça, c'est certain. Le teneur en sodium, 1500 mg pour 15 grammes de caoxalate, ça, c'est énorme parce que ce qui est recommandé par Hypertension Canada, c'est en bas de 2 grammes par jour. Donc, juste une dose de 15 grammes, on est déjà rendu presque à notre 2 grammes. Le petit roman, ça, c'est peut-être un avantage. Pas de... Il y en a un peu quand même, 400 mg, mais c'est moins pire que caoxalate. Pour ce qui est du prix, le caoxalate, 10 pour 15 grammes pré-préparé, ce qui ressemble aux 13,47 pour le petit romaire, qui est un prix unique pour les 3 doses. Et pour le Lokelma, c'est 12,50 pour le 5 grammes. Donc, tout ça se compare. Et le Lokelma, c'est 25 pour le 10 grammes. Par contre, si le pharmacien sert une bouteille de 454 grammes qui coûte 30 ça nous fait à peu près 1 par 30 grammes ou 50 cents pour 15 grammes. Ce qui fait que là, il va y avoir des manipulations à faire pour le patient, mais c'est quand même beaucoup moins cher à ce moment-là avec ces grosses bouteilles-là.
Donc maintenant, plan de reprise, ISCA, ARA, ARM. Donc, après insuffisance rénale aiguë qui est résolue, une hypercalémie qui est résolue ou une hospitalisation, des fois, les gens, on arrête leur ISCA, ARA, ARM parce qu'ils ont une chirurgie, quelque chose comme ça, ben, il faut le reprendre. Donc, la façon de le faire, c'est de suivre les recommandations qu'on a vues tout à l'heure, là, de faire donc des contrôles. Donc, on reprend une petite dose, contrôle 2 à 4 semaines après, 2 à 4 semaines après l'événement, on peut d'emblée reprendre le médicament. Des fois, on peut le reprendre au moment de l'hospitalisation, mais c'est peut-être mieux d'attendre 2 à 4 semaines. Labo de contrôle, donc 2 à 4 semaines, comme on a vu tantôt. Dès que le potassium est en bas de 4,8, on peut augmenter la dose. Donc, d'où je prends le 4,8, mais je prends ça de la monographie de Finrenone, qui est un ARM. Donc, c'est une monographie, je dirais, la plus récente qui parle de ça. Donc, je trouvais ça intéressant d'utiliser le chiffre de 4,8. Ensuite, si on augmente la dose parce que notre potassium est correct en bas de 4,8, bien, il faut quand même refaire des contrôles après l'augmentation de dose et augmenter la dose cible si nécessaire. Refaire des labos à chaque fois qu'on augmente la dose. Et ensuite, si le potassium se maintient en bas de 4,8 et que la créatine augmente de moins de 30 on peut faire seulement des labos de routine. Donc, un médicament à la fois. Donc, si on est malchanceux et que le patient prenait un ISIA ou un ARA et un ARM, parce qu'il faisait de l'insuffisance cardiaque ou néphropathie diabétique avec Finrenone, à ce moment-là, on commence par l'ISIA et l'ARA et en deuxième partie, je recommande donc de recommencer tout ça avec l'ARM. Donc, on voit déjà là, que c'est quand même lourd. Hein? C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'inertie thérapeutique autour de ça. Et dès qu'il y a un récidive d'hypercalémie, à ce moment-là, moi, j'attends pas, j'ajoute un lien du potassium d'emblée pour maintenir notre médicament essentiel, limiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc, quand on a l'inertie thérapeutique, parce que vous voyez que c'est un peu motivé en tout temps, évidemment, c'est pour le bénéfice de nos patients. Donc, en conclusion, avant de passer au cas clinique, on sait donc, de par leur mécanisme d'action, les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone font augmenter le potassium. L'hypercalémie est plus fréquente dans des populations où les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone sont indiqués de façon absolue, comme les insuffisants cardiaques et les néphropathies diabétiques. Et d'ailleurs, ces deux indications-là, c'est des indications de combiner un ISI ou un ARA avec un ARM, qui est la spironolactone ou la pléranone en insuffisance cardiaque ou la finrenone en néphropathie diabétique. Ceux qui font le plus d'hypercalémie, c'est les insuffisants rénaux chroniques. Les diabétiques en font plus aussi, en font beaucoup aussi. Et les coronariens, les vasculaires périphériques, certains hypertendus qui prennent beaucoup d'inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone vont en faire. Moi, je vais y aller tout de suite. De toute façon, ça donne bien. Donc, on était rendu aux discussions de cas cliniques. Donc, Dr. Vallée et moi, on vous a préparé quelques cas là, basés de clients réels de notre clinique. Là. Donc, c'est sûr que moi, je vous présente ma prise en charge à moi. Dr. Vallée va aussi discuter, mais c'est sûr qu'en hypercalémie, il y aurait peut-être eu plusieurs prises en charge là, différentes qui auraient pu être pertinentes. Donc, n'hésitez pas à discuter. On va essayer de faire ça un peu interactif. Donc, n'hésitez pas de donner vos commentaires dans le chat et de poser vos questions. Donc, ensuite, dans la période de questions, on pourra discuter. Donc, mon cas numéro 1, M. Romano, 71 ans, c'est un patient d'origine italienne, assurance RAMQ. Quand on parle de pharmacothérapie en hypercalémie, souvent les assurances peuvent intervenir là, parfois dans notre choix de molécules. Donc, c'est important de le mentionner. Pour les antécédents, c'est vraiment une population là, que, comme Dr. Vallée vous a mentionné tout à l'heure, très à risque d'hypercalémie. Donc, on a ici un monsieur qui est insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection abaissée à 35 suivi à la clinique, aussi suivi en clinique de protection rénale pour une insuffisance rénale chronique sur une néphropathie diabétique. Donc, diabétique de longue date, de type 2, fois plus de 20 ans, multicompliqué, donc rétinopathie, diabétique, polyneuropathie associée. Un cas typique, l'HTA, dyslipidémie, obésité, constipation. Donc, c'est souvent, quand on parle d'hypercalémie, dans la prise en charge, le docteur Vallée vous en a parlé un petit peu tout à l'heure de la constipation, mais nos patients sont souvent âgés, vraiment avec une polypharmacie importante, parfois sédentaires, là, souvent sédentaires. S'ils sont insuffisance cardiaque, souvent ils vont avoir une restriction liquidienne. Donc, l'ensemble des choses souvent qu'on peut conseiller pour prévenir la constipation, traiter la constipation, on est parfois limité chez ce type de patients-là. Donc,
Donc, c'est important de parfois avoir une prise en charge nutritionnelle et pharmacologique associée. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, les médicaments, encore une fois, un patient bien traité en quadrithérapie, donc un Entresto à dose intermédiaire, valsartan, donc dose intermédiaire BID, un ARM, donc ici l'aspironolactone à 25 mg, dapagliflozine, un inhibiteur du SGLT2 à 10 mg per-os dié. On a aussi carvedilol, le bêta-bloqueur à 25 mg per-os BID, puis une amlodipine à dose maximale pour son hypertension. Donc, le monsieur Romano fait ses prises de sang là, pour son rendez-vous à la clinique, à la clinique d'assistance cardiaque. Donc, une fonction rénale là, avec un DGA 28 stable, donc qui ressemble au rendez-vous antérieur. Donc, présence d'hypercalémie ici à 5,5. Je vous dis un petit peu ce qu'on fait plus tard. Des BIC à 24, donc c'est important de mentionner, c'est un insuffisance rénale chronique qui pourrait parfois avoir une acidose métabolique là, secondaire. Donc ici, on a des BIC un peu limite inférieure, mais pas d'acidose métabolique franche. Un magnésium à 0,78. Comme vous parlez aussi, Dr. Vallée, tout à l'heure, bien, parfois avec les nouveaux types de liants de potassium, le magnésium est un laboratoire important à regarder si on, en prévision du choix qu'on va faire éventuellement. Un RAC élevé là, chez notre, malgré là, la quadrithérapie en place. Donc, se présente à son rendez-vous de clinique habituel avec une hypercalémie à 5,5. C'est sûr que, comme Dr. Vallée disait, il faut résister ou diminuer en dernier recours là, nos médicaments inhibiteurs, le dysthymine, rénine, angiotensine, aldostérone. Mais le temps de traiter notre hypercalémie, c'est sûr que parfois on n'a pas le choix. Donc, pour l'instant, l'intervention qui avait été effectuée, on avait arrêté la spironolactone, puis on avait diminué à dose le minimale, le sacubitril valsartan, je vais dire l'Entresto, c'est plus facile. Donc, ça a été fait d'emblée lors du rendez-vous, mais déjà, c'est important d'avoir notre plan de reprise puis une gestion là, vraiment globale de l'hypercalémie. Donc, déjà, on a fait une collaboration avec notre nutritionniste de la clinique pour modérer l'apport alimentaire en potassium. Je pense que Dr. Vallée vous a aussi parlé de notre nouvelle approche en hypercalémie alimentaire. Donc, on n'a plus de fiches. Il vous a présenté notre nouvel outil là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais on n'a plus de feuilles là, où on a les fruits et légumes absolument interdits, ceux à consommer en modération ou ceux qu'on pouvait consommer sans problème. Maintenant, les interventions sont davantage axées sur le type de potassium. Donc, on va accentuer nos efforts sur diminuer les additifs potassiques, comme disait Dr. Vallée, les no-salt, les produits congelés, les produits préparés, et on va éviter les excès de fruits et légumes. Donc, l'ensemble des fruits et légumes sont permis, mais c'est les excès qu'on va essayer d'éviter. Donc, on va conseiller les fruits et légumes, 3-4 portions selon le guide alimentaire canadien. Qu'est-ce qu'il recommande? Les portions normales. On privilégie encore une fois les fruits et les légumes frais, puisque l'absorption du potassium est moindre à ce moment-là. Et on évite surtout les jus d'orange, les jus de fruits, les jus de tomates, où que l'absorption du potassium à ce moment-là se fait à 90 là, comparé aux fruits faits. On évite là, les excès là, en protéines animales. Donc, on prend en charge là, de façon initiale l'apport alimentaire en potassium. On s'assure bien sûr qu'il n'y a pas de cas dur, par exemple, ou comprimé de potassium dans la liste de médicaments, mais il n'y en avait pas. Ensuite, on prend en charge la constipation. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois, on est un peu limité dans nos interventions. C'est sûr qu'on va encourager l'exercice. Parfois, on est un peu limité avec la restriction hydrique. Donc, on peut parfois ajouter un laxaté, par exemple, ou une molécule là, pour traiter la constipation. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des interventions alimentaires qui peuvent être pertinentes. Donc, c'est les produits céréaliers agréantiers, par exemple, donc privilégier également ce type d'aliments pour essayer de prendre en charge la constipation de façon adéquate, puisque le potassium s'élimine également par les selles. Ensuite, oui?
Oh, parfait. Donc, les gens de PQM m'avisent à l'oreille qu'on va prendre une petite pause puisqu'on a un problème avec Internet. Donc, on prend une pause et on vous revient dès que possible. Bon, rebonjour, on est de retour. On espère que les problèmes Internet vont être réglés. Donc, moi, j'ai retrouvé mes slides, donc je vais pouvoir me baser là, sur la présentation pour continuer. Donc, on reprend avec le cas de M. Romano. Donc, on avait pris en charge l'apport alimentaire en potassium, on avait pris en charge la constipation. Et moi, dès ce rendez-vous-là, je fais déjà la demande de nouveaux liants de potassium, ici le Patiromer à 8,4 grammes d'IA à la RAMQ. Pourquoi le choix du Patiromer? Donc, puisque antérieurement, souvent, c'est des patients qui ont fait des hypercalémies antérieurement. Donc, il y avait eu une historique d'hypercalémie avec une constipation qui avait été accentuée avec l'utilisation du polystyrène, donc du caïxalate antérieurement. Et ça avait vraiment compliqué la prise du SPS, puis ça avait mené à l'arrêt, à la non-observance du chélateur de potassium. Donc, c'est pour ça que d'emblée, il avait déjà été tenté avec des effets secondaires assez importants pour intervenir sur l'observance à la médication. Donc, c'est pour ça que dès le départ, on a fait une demande de Patiromer pour ce patient-là. Pourquoi le Patiromer? Le zirconium aurait pu aussi être une avenue intéressante. C'est un patient en insuffisance cardiaque. Donc, si on veut vraiment limiter le plus possible l'apport en sodique, donc le Patiromer n'a pas de sodium du tout. Donc, ça peut être une avenue intéressante. Puis le magnésium était complètement normal. Donc, on n'est pas à risque d'hypomagnésémie. Donc, ça peut être un choix qui est intéressant. Donc, 2 semaines par la suite, on fait un laboratoire de contrôle, comme dans notre algorithme, le Dr Vallée nous parlait. On arrive à 4,8. Donc, c'est probablement la prise en charge de la constipation. On a déjà commencé à initier les changements au niveau alimentaire, bien que parfois, les changements alimentaires, modifier un comportement, ça peut être long. Là, ça ne se fait pas en quelques jours et rarement en 2 semaines. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose qui est à travailler au long terme. Mais puisque le potassium est à 4,8, on a eu notre demande, notre autorisation pour le Patiromer de la RAMQ. Je vous dirais qu'on pourra parler un petit peu plus tôt peut-être là, de remboursement un peu plus tard, mais en moyenne, c'est 2 à 4 semaines là, pour avoir notre réponse RAMQ. Donc là, on était chanceux, 2 semaines et on a eu notre acceptation. Donc, au rendez-vous de laboratoire de contrôle, on peut reprendre l'aspironolactone à ce moment-là. Pourquoi l'aspironolactone? Donc, c'est important en insuffisance cardiaque, on parle toujours de quadrithérapie. Donc, on avait quand même l'Antrestone quand on avait diminué à dose minimale, mais on avait cessé complètement l'aspironolactone. Donc, donc on peut se permettre de le reprendre à ce moment-ci? Donc, c'est notre plan de reprise. Est-ce que, là, à ce moment-là, on peut discuter. Est-ce qu'on le reprend à dose moitié, 12,5? Est-ce qu'on le reprend directement à 25? Mais avec un Patiromer à 8,4, notre hypercalémie, elle est prise en charge. On a fait initier nos changements alimentaires. La constipation est résolue. Donc, moi, je n'aurais pas de problème personnellement là, à le reprendre à 25 mg d'IA. Par contre, je me garderai une petite gêne à titrer tout de suite mon Entresto. J'attendrai un petit peu, mais c'est la prochaine étape là, de notre plan de reprise. Bien entendu, on fait un labo de contrôle 2 semaines après la reprise du spironolactone. Et selon les résultats, avec un Patiromer là, d'IA, donc probablement que notre calémie va être normale encore, en bas de 5. Donc, à ce moment-là, on peut titrer notre Entresto encore. Puis, on peut, après ça, selon les résultats de la calémie, augmenter le Patiromer au besoin. Donc, là, on avait un 8,4. Souvent, avant de passer à un 16,8, ce que je vais faire, c'est que j'alterne. Donc, je fais d'IA, 8,4 la journée suivante, 16,8. J'alterne là, comme ça. Puis ensuite, si ce n'est pas suffisant, on peut aller à 16,8 d'IA. Donc, ce que ça nous permet, c'est d'avoir une bonne observance au liant du potassium, puisque souvent, c'est des molécules qui sont très bien tolérées. Il n'y a pas de constipation qui est accentuée, pas d'effet secondaire. Donc, il n'y a pas de mauvais goût. Donc, l'observance est bonne et ça nous a permis de conserver là, et de reprendre nos médicaments qui sont cardio-néphroprotecteurs ou que l'indication
de ce type de médicament-là est absolue. Donc, on a une néphropathie diabétique, une insuffisance cardiaque. Donc c'est très important de reprendre notre prise en charge indiquée, puis l'hypercalémie, elle est prise en charge à ce moment-là, puis on peut refaire des suivis par la suite. Donc ça, c'est mon premier cas. Je ne sais pas, Dr. Vallée, ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez eu la même prise en charge que moi? Oui, absolument. Ben, il y a souvent plusieurs chemins pour se rendre à la même place, mais ça me semble très bien. Puis moi, ça m'a fait penser que c'est effectivement un beau cas pour maintenir les médicaments cardio et néphroprotecteurs. Et on peut se demander même si la constipation, ce ne serait pas une contre-indication à l'utilisation de Kayex-Salate. Peut-être qu'on aurait pu aller directement au pâturomère lors du premier épisode. Mais donc, ça illustre vraiment plusieurs choses intéressantes, en effet. Donc, on peut passer au deuxième cas. Donc, ici, une madame Aubry, 62 ans, qui est sous assurance privée cette fois-ci. Donc, une autre population très à risque d'hypercalémie. Donc, un autre de nos cas qu'on suit en prédialyse, une insuffisance rénale chronique sur une néphropathie diabétique, bien avec un diabète multiple compliqué encore une fois, HTA, dyslipidémie, hypothyroïdie et des antécédents de reflux gastro-œsophagien sous IPP. Justement, pour sa médication classique, donc on a un carbésartan 8, amlodipine 10, furosémine 40 BD, on a de la canagliflozine 100. On a dans la liste de médicaments prescrits du polystyrène, le SPS 15 grammes pérodidier. On pourra parler de l'observance par la suite, mais c'est dans sa liste de médicaments. Ensuite, comme je vous disais, un IPP, un pantoprazole pour son reflux, puis les médicaments de diabète qui comprenaient du diamicron. Les laboratoires, lors du rendez-vous de suivi usuel en prédialyse, donc on avait une fonction rénale, encore une fois, qui était stable avec un DFGE à 17, potassium à 5,6, donc qui est une hypertension légère, hypercalémie légère à modérée, mais qui dépasse le 5,5 quand même. Cliniquement, totalement asymptomatique toujours. Un bicarbonate légèrement abaissé, donc probablement une acidose métabolique dans ce cas-ci secondaire à son insuffisance rénale chronique. On a un magnésium qui est dans les limites de la normale, mais quand même dans les limites inférieures, je dirais, et on a un RAC élevé, diminué, mais qui demeure au-dessus des cibles. Donc, une madame qui se présente pour son suivi habituel de prédialyse, une hypercalémie asymptomatique à 5,6. La première chose qu'on fait quand on voit ce type de patient-là, on questionne l'observance au polystyrène. Donc, on s'aperçoit que nausée, l'effet secondaire de nausée qui est assez fréquent avec ce type de molécule-là, mais surtout chez cette patiente-là, se plaignait vraiment de mauvais goût, que c'était très difficile à prendre, que je ne sais pas si vous avez déjà fait un test de goût avec cette molécule, mais effectivement, c'est désagréable. Puis en plus, elle avait des nausées. Donc, c'était non pris. Donc, il n'y avait pas l'observance était vraiment mauvaise avec le SPS. Donc, prise en charge, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on a regardé l'apport alimentaire en potassium avec nos collègues nutritionnistes. Même chose qu'on a parlé tout à l'heure. Ici, on a une prise en charge de l'acidose métabolique qui peut être pertinente. Donc, c'est sûr est-ce qu'on y va avec un ajout de bicarbonate de sodium ferrose, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en acidose métabolique, souvent, on oublie l'aspect nutritionnel, la prise en charge des interventions nutritionnelles. Donc, on peut aussi collaborer avec nos nutritionnistes pour essayer de prendre en charge l'acidose métabolique avec des interventions nutritionnelles. Donc, souvent, on pense rapidement aux molécules, aux médicaments, mais parfois souvent la nutrition peut être utile également dans les cas d'acidose métabolique. On arrête, comme je vous disais, le SPS parce que de toute façon, c'était non pris par la patiente. Et ici, on ajoute directement du zirconium. C'est une assurance privée, donc habituellement, il n'y a pas de problème de remboursement. Et comme Dr. Vallée vous disait tout à l'heure, le zirconium est indiqué en correction et en entretien. Donc, ici, à 5,8, c'est au-dessus de 5,5. On peut permettre de faire un 48 heures à 10 grammes TID pour une correction. Et ensuite, on fait un contrôle de l'acalémie à 48 heures. Donc, on n'a pas besoin de diminuer nos médicaments protecteurs à ce moment-ci parce que le traitement de correction de zirconium agit rapidement. Dans l'heure qui suit
il va avoir un début là, d'efficacité, puis ça agit là, tout le long du gastrus, du tractus intestinal. Donc, c'est vraiment, ça peut être indiqué en correction comparé aux autres molécules. Donc, 48 heures après, on fait un contrôle, 4,6. À ce moment-là, l'indication, c'est de passer en traitement d'entretien. Donc, on continue le zirconium, mais on le baisse à 5 grammes per os dié. Puis, par la suite, on peut faire un contrôle là, 2 semaines après. Ce que ça nous permet ici, c'est d'avoir une correction rapide de l'hypercalémie qui est quand même 5,6. Là, en haut de 5,5, ça commence à nécessiter une intervention rapide. Puis ensuite, on passe en traitement d'entretien. On a une bonne observance avec une molécule qui est bien tolérée et notre magnésium était limite intérieure. Donc, c'est sûr que parfois, avec le pâturomère, il faut questionner sur les risques d'hypomagnésémie. Donc, dans ce cas-ci, ça ne se pose pas comme question avec le zirconium. Donc, c'était un choix, je pense, qui peut être indiqué dans ce cas-ci. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Vallée? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était un cas qui illustrait très bien la non-observance au salate. Donc, vous le savez, hein, le polystyrène, ça goûte mauvais. Les gens n'aiment pas ça. On en prescrit, on pense que ça va être correct, les patients vont le prendre, mais non, il faut questionner nos patients. C'est vraiment un médicament mal aimé. Et bon, dans ce cas-là, c'était un patient avec assurance privée, mais dès qu'on a une intolérance au salate, que ce soit nausée, constipation, diarrhée ou juste que le patient n'aime pas le goût, donc il ne va pas le prendre, ça avait été un patient RAMQ, ça aurait été remboursé. Ça prend juste une intolérance au salate, qu'est-ce qu'il soit pour qu'il soit remboursé. Et donc, heureusement, on a des alternatives parce qu'imaginez avant, il fallait insister pour que les patients continuent le salate, même s'ils n'aimaient pas ça. C'était pas l'idéal. Alors là, maintenant, avec des alternatives, là, on voit vraiment que ça donne la chance à un plus grand nombre de patients d'être bien traités. Donc, c'est des alternatives quand même bienvenues. Est-ce qu'on y va avec le troisième cas, Dr. Vallée, vu qu'on avait eu... Oui, peut-être un peu Oui, plus rapidement. Parfait. Donc, le troisième cas, oui, Monsieur Joseph, donc 46 ans, assurance RAMQ. Donc, ici, c'est un cas d'HTA réfractaire avec une insuffisance rénale chronique secondaire. Donc, à part ça, pas d'autres antécédents, là, à part une dyslipidémie. Donc, dans ces médicaments typiques d'une HTA réfractaire, donc une Norvasc, une amlodipine à 10, un Coversil plus 8 mg 2,5 avec de la spironolactone 25 mg per os dié. Pour les labos, il y avait eu un rendez-vous là, à la clinique d'HTA réfractaire 2 semaines avant, puis la spironolactone avait été augmentée puisque la tension était en dehors des cibles visées encore chez ce patient-là. On fait des labos 2 semaines post-augmentation de la spironolactone et on se rend compte que la fonction rénale toujours stable à 35. Par contre, on a une hypercalémie légère à 5,3. Pas de problème de BIC, pas de problème de magnésium non plus pour ce patient-là. Cependant, comme la spironolactone est quand même très efficace en HTA réfractaire, on a maintenant des tensions artérielles qui sont dans les cibles visées à domicile. Donc, encore une fois, première intervention, l'apport alimentaire. Ici, c'est un patient, c'est basé sur un vrai patient. Là. Il prenait beaucoup de jus d'orange, puis il y avait une consommation excessive là, en protéines animales. Donc, ça a été quand même assez facile d'identifier les interventions à modifier au niveau de sa diète. On a ajouté là, dans ce cas-ci du SPS, là, du polystyrène à 15 grammes per os dié. On a fait des contrôles, un contrôle 2 semaines après avec une calémie normale à 4,8. Par contre, encore une fois, on revient avec la mauvaise là, palatabilité, là, donc le mauvais goût, les diarrhées, les effets secondaires. Donc, on a fait une demande de zirconium, encore une fois, 5 grammes per os dié, donc un traitement d'entretien. Puis on l'a commencé là, on a pu arrêter le SPS puis commencer le zirconium dès qu'on a eu notre acceptation, qui est habituellement là, pas très longue, là, à peu près 2 semaines. On a révisé l'apport alimentaire, puis ça nous a permis de conserver notre spironolactone, l'ensemble de nos médicaments protecteurs, dont le périndopril, puis d'avoir une tension artérielle là, bien contrôlée à la maison. Donc, un autre cas typique d'hypercalémie.
Ben oui, moi je dirais ce cas-là, ça illustre encore une fois bien qu'on peut arriver à maintenir les médicaments importants pour les patients en étant agressif sur le traitement de l'hypercalémie. Et on voit que même si cette hypercalémie-là, elle est légère, Oui. on s'en est occupé agressivement et ça nous a peut-être épargné une hypercalémie sévère. Et on a des bons résultats. Et encore une fois, là, le polystyrène qui est mal toléré, ça c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Ouais. On a résisté là, au réflexe peut-être initial d'arrêter la spironolactone. Si on venait de l'augmenter, on a une hypercalémie. Donc, parfois, on peut avoir le réflexe de le rediminuer parce que notre calémie était normale au dernier rendez-vous. Mais, donc, il y avait une indication pour bien contrôler la pression. Donc, en traitant l'hypercalémie, on a pu ne pas baisser là, ou arrêter notre spironolactone. Le cas clinique numéro 4, je pense que Oui, je pense qu'on c'était va le pas. passer. Oui, on C'était peut passer aux surtout questions. les trois premiers qu'on voulait faire. Exact. Alors ben, ça termine la présentation. Donc, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. On a dépassé un peu notre temps, mais je pense qu'on va étirer le temps un petit peu pour faire la période de questions au complet, là. Parfait. Ça fait que si vous êtes prêts, on passera à la période de questions. Certainement. Alors, on a eu beaucoup de questions. Merci à tout le monde qui ont participé. Des questions plus générales, des questions plus spécifiques. Je commencerai peut-être à ma première question que je dirigerai vers Christine. Euh, Quelqu'un pose une question sur l'impact des glycémies sur la kaliémie. Et aussi, ça vient un peu entrecouper des choses que vous aviez déjà dit, mais est-ce que la constipation peut être contributrice à une hyperkaliémie? Donc, les choses additionnelles qui peuvent contribuer à une hyperkaliémie, sauf la fonction rénale ou les médicaments. Oui, certainement. Le contrôle glycémique, là, quand on voit que nos glycémies sont élevées, là, on n'en a pas beaucoup parlé, là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, des glycémies élevées là, peuvent contribuer à l'hypercalémie. Donc, effectivement, le contrôle du diabète et des glycémies est primordial là, en gestion d'hypercalémie. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins abordé, mais c'est vrai. Donc, c'est une autre intervention là, dans notre arsenal possible pour traiter notre prise en charge de l'hypercalémie. Puis la constipation, souvent, c'est tellement quelque chose qu'on néglige, mais qu'en pratique, souvent, on ne le questionne même pas. Donc, avec les patients, mais en le questionnant, des hypercalémies légères, là, 5,2, 5,3, souvent, on ne pense pas que traiter la constipation va être aussi efficace, là, mais je vous mets au défi de le tenter avec vos patients. La prise en charge efficace de la constipation, là, il y a vraiment un effet sur la calémie. Donc, vous m'en reparlerez, mais moi, c'est vraiment, à part avec l'alimentation, c'est ma deuxième contrôle glycémique, oui, mais c'est ma deuxième intervention, là, s'assurer qu'il n'y ait pas de constipation, même avant d'envisager les différents liants du potassium. Donc, autant au niveau prise en charge de la constipation pharmacologique que nutritionnelle est importante. Parfait. Alors maintenant, peut-être plus une question pour le docteur Vallée. Là, ça va être de la répétition d'un peu de ce qui a déjà été présenté, mais je pense que c'est important de par la quantité de gens qui le demandent. Il y a beaucoup de monde qui demanderait si c'était possible de repasser les critères de remboursement RAMQ pour les différentes résines un peu en rafale. Ben, c'est essentiellement l'intolérance au caïque-salate, hein. Donc, à partir du moment où vous avez essayé le caïque-salate, le patient ne l'a pas toléré, vous pouvez utiliser n'importe quel des deux, le pâturamaire ou le zirconium. On m'a dit que certains ont tenté le pâturamaire directement pour cause de insuffisance cardiaque ou association insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, et étant donné que lui ne contient pas de sodium, et les deux autres étaient contre-indiqués, on va dire entre guillemets, à cause qu'ils contiennent du sodium. Et il y a des gens qui ont eu des remboursements directement avec cette indication-là. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'y pense. Et donc, essentiellement, là, intolérance au cake salade et puis bingo, ça va être remboursé. Oui. Moi, j'ajoute souvent aussi la nécessité de conserver les médicaments cardio-néphroprotecteurs. Donc, j'ai dit qu'il y a une hypercalémie, qu'il y a une intolérance au polystyrène et on veut éviter de baisser ou de cesser les médicaments cardioprotecteurs. Donc, c'est souvent un élément que j'ajoute sur ma demande. Parfait. Une autre question, peut-être pour Christine maintenant. Il y a quelqu'un qui demande, lorsqu'on fait la vérification du bilan rénal et électrolytique suite à l'introduction d'un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone,
qui mentionne qui se questionne sur le besoin d'attendre vraiment 14 jours, ou est-ce que des analyses plus rapprochées sont en même temps nécessaires ou inappropriées pour faire les ajustements de traitement ou pour faire la vérification? Est-ce que c'est adéquat de vérifier plus rapidement que 14 jours? Dr. Vallée pourra peut-être compléter, mais souvent dans l'ensemble des algorithmes, on dit même de 2 à 4 semaines. Donc, quand on regarde dans les monographies de produits, c'est souvent ce qui est recommandé comme suivi. Donc, moi, j'y vais assez plus sécuritaire, là. Donc, moi, j'y vais vraiment à 7 à 10 jours, là, je pourrais dire, à moins qu'on soit vraiment pour une hypercalémie qui est légère. Mais dès qu'il y a une modification, une modification de dose ou un ajout de médicaments inhibiteurs du système rénine-angiotensine, moi, personnellement, dans ma pratique, 7 à 14 jours, mais dans les différents algorithmes, c'est souvent 2 à 4 semaines. Par contre, si on a une hypercalémie qui est plus importante, en haut de 5,5, souvent un suivi plus rapide est indiqué, là, souvent dans les 48 heures. Je ne sais pas ce que Dr. Vallée en pense. Ben oui, ben c'est exactement comme tu dis. Dans les études, ça a été fait comme ça. C'était 2 à 4 semaines, tout dépendant des études. La dernière étude en liste, c'est avec la finerenone, c'était dans le protocole, c'était 4 semaines. Alors, c'est pour laisser le temps au potassium de vraiment monter si jamais il a à monter. Donc, ça prend un petit peu de temps, d'où le 2 à 4 semaines. Et comme Christine le mentionnait, notamment dans le compagnon de l'insuffisance cardiaque à la Société canadienne de cardiologie, dès que le potassium est en haut de 5, là, on recommande des suivis plus rapprochés. Mais s'il est en bas de 5, parce que là, évidemment, si on commence un IACA ou un ARA ou un ARM, il est en bas de 5. Là, c'est là où le 2 à 4 semaines devient pertinent pour se laisser du temps pour être au maximum de notre effet si jamais vraiment il va y avoir de l'hypercalémie. Mais si on est déjà au-dessus de 5, là, par exemple, les suivis doivent être plus rapprochés que ça. Ouais. Parfait. Une autre question qui revient vraiment souvent, c'est quand l'utilisation d'un des médicaments mentionnés dans la présentation permet de corriger le potassium, quelle est l'approche sur le sevrage ou l'arrêt de cette médication-là? Est-ce qu'on devrait le maintenir de manière indéterminée ou est-ce que vous avez une approche plus pratico-pratique avec ça? Peut-être, je ne sais pas si Christine voulait répondre ou. Je peux commencer peut-être. Moi, si ça fonctionne, je le maintiens. On est vraiment en traitement de correction chronique. Si je ne diminue pas mes médicaments, si je ne les arrête pas, donc je vais continuer mon liant du potassium. Par contre, je travaille avec le patient en collaboration puis avec les autres professionnels de l'équipe pour travailler justement sur la prise en charge des autres causes. Donc, on va travailler sur l'alimentation, mais la modification de comportement, surtout alimentaire, ça ne se fait pas rapidement. Donc, on a beau dire dans notre présentation, là, on s'assure de revoir avec le patient. Oui, mais c'est quelque chose qui est au long terme. Donc, souvent, on va commencer à intervenir avec le patient, mais on va suivre plusieurs semaines, plusieurs mois, les modifications de comportement alimentaire. Donc, si après quelques semaines, quelques mois même, on a vraiment une alimentation qui est modifiée en additifs de potassium, par exemple, ou en consommation de jus ou tout ça. Donc là, peut-être que ça va nous permettre de diminuer la dose de liant de potassium. On va peut-être passer de 10 aux 2 jours, à 3 fois semaine. Donc, mais si je ne modifie pas mes doses, il n'y a rien d'autre qui se passe, j'ai tendance à le conserver puis à travailler sur l'alimentation si on veut essayer de diminuer. Ben oui, effectivement. Christine, comme tu dis, si la cause de l'hyperkaliémie n'est pas enlevée, ben on va être obligé de continuer notre liant du potassium. Donc, si on conserve notre ARM, notre IACA, notre ARA, ben normalement, on va le garder. Puis moi, au suivi, si jamais je me rends compte que le potassium commence à être bien bas, là, en bas de 4,5, peut-être même en bas de 4, là, certainement qu'en bas de 4, je vais me permettre de l'arrêter, puis je vais faire des contrôles pour voir si ça se maintient. Mais si ça reste dans le tiers supérieur de la normale, entre 4,5 et 5, là, je vais le garder effectivement indéfiniment. Parfait. Il y a quelques questions qui reviennent sur la disponibilité là, du zirconium pour le traitement d'hypercalémie aiguë à l'hôpital dans des contextes pour retarder une dialyse d'urgence ou pour traiter un patient. Est-ce que c'est disponible selon votre expérience ou votre connaissance dans la majorité des hôpitaux ou ça demeure un problème?
Moi, j'ai justement eu une discussion là, dernièrement. Je m'étais informée auprès de nos pharmaciens là, à notre centre hospitalier. Ça dépend, c'est vraiment centre dépendant. Il y a quand même de plus en plus de centres hospitaliers qui vont l'avoir au formulaire pour le traitement aigu de l'hypercalémie. Donc, il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment, il y a encore quelques centres qui l'ont pas de disponible à l'hôpital. Mais le traitement aigu de correction là, devient de plus en plus populaire. Justement, on évite la dialyse, on diminue des coûts. Donc, mais c'est vraiment centre dépendant. Pour ma connaissance à moi, ce n'est pas encore disponible partout. En effet, oui, c'est pas disponible partout, malheureusement, mais si c'est pas disponible dans votre centre, vous pouvez en faire en faire la demande à votre comité de pharmaco, parce que peut-être que c'est juste pour ça que vous l'avez pas, peut-être personne n'a fait la demande. Parfait. Donc, une question pratique maintenant. Quelqu'un qui demande dans le cas numéro 1, je pense que c'est M. Romano, un patient qui a un DVG à 25, une néphropathie diabétique. Il se demandait est-ce que le passage vers la finérénone pourrait être envisagé, considérant que la molécule fait une moindre augmentation du potassium potentiellement que les autres le diurétique sparing. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prise en charge-là et de cette réalité clinique-là? Oui. Ben, ça, Par c'est une contre, dans le question cas qui numéro revient 1, souvent. Oui. oui, c'est ça. Il est sous spironolactone. Hein? Mais je vous laisse répondre, Dr. Vallée. Tu pourras compléter, Christine, mais évidemment, dans l'insuffisance cardiaque, ce qui a été, parce que oui, il y a l'insuffisance rénale, mais il y a l'insuffisance cardiaque, ce qui a été bien démontré, c'est l'utilisation de spironolactone et de l'éplérénone. Donc, pour l'indication d'insuffisance cardiaque, c'est ces médicaments-là qu'il faut utiliser. Puis moi, à ce moment-là, je considère que le patient avec néphropathie diabétique, il a donc son ARM, que ce soit à cause de l'hypertension réfractaire ou à cause de l'insuffisance cardiaque. S'il est sous spironolactone, son ARM, il l'a, même si ce n'est pas la finérénone. Et on considère en général que possiblement ça donne les mêmes bénéfices parce que la spironolactone inhibe l'ensemble de ce que fait le récepteur minéralocorticoïde. La finérenone, ça fait moins d'hypercalémie justement parce que ça ne bloque pas complètement tous les effets du récepteur minéralocorticoïde. Ça bloque surtout les effets antifibrotiques, anti-inflammatoires. Alors, c'est très efficace en néphropathie diabétique. Ça diminue même les événements cardiovasculaires et ça a une protection rénale très intéressante. Donc, si le patient n'aurait pas d'insuffisance cardiaque, certainement que son DVG est en haut de 20, donc certainement que ce serait un cas pour mettre de la finérenone avec en bonus moins de chances d'hypercalémie. Mais à ce moment-là, à cause de l'insuffisance cardiaque, on va plutôt vers les ARM étudiés en insuffisance cardiaque. Bon, ceci étant dit, peut-être que ça va changer dans les prochains mois, les prochaines années, parce qu'il y a des études avec la finérenone en insuffisance cardiaque. Donc, peut-être que la finérenone deviendra donc un bon choix, même en insuffisance cardiaque, mais effectivement pas pour le moment. Parfait. Une autre question. Il y a des gens qui se demandent, vous avez mentionné à plusieurs reprises l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 pour aider en co-traitement pour contrôler l'hypercalémie. Par contre, il y a des gens qui se questionnent sur l'impact moindre sur le potassium de ce diurétique-là versus d'autres, comme les diurétiques de Lance ou le proximal, ce genre de choses. Oui. Ce pas des médicaments qui étaient reconnus au départ pour faire baisser le potassium, même au tout début, là. Il y a une dizaine d'années, on pensait même peut-être que ça pouvait augmenter le potassium, mais ce n'est pas le cas. Il semblerait même que ça le baisse un petit peu, mais on n'est pas dans la même zone, effectivement, que les thiazides-like comme indapamide, chlorthalidone, et certainement pas dans la même catégorie que le furosémide, qui lui baisse encore plus le potassium. Donc, c'est un traitement, ce n'est pas nécessairement un traitement de l'hypercalémie, ça le prévient un peu. C'est assez constant dans toutes les études que ça prévient un peu l'hypercalémie. Donc, ça, c'est bien démontré, mais l'ampleur est quand même moindre que les autres. Donc, c'est pour ça que si, de toute façon, les gens qui devraient avoir un inhibiteur SGLT2, ça nous fait une occasion d'y penser. Hein? Que notre hypercalémie, ça nous fait une occasion de peut-être l'introduire pour nous aider dans la direction de faire baisser le potassium. Mais l'ampleur de ça, là, ne sera pas très grand. Ce n'est pas un traitement de l'hypercalémie. Parfait. Alors, on va procéder à la dernière question. Quelqu'un demande de manière assez intéressante si le premier cas, là, encore une fois, est-ce qu'il aurait été approprié au lieu de
jouer avec l'Entresto du patient et sa spironolactone. S'il avait une assurance privée, d'introduire directement le zirconium pour pouvoir diminuer le potassium en aigu puis en chronique sans avoir à modifier des médicaments qui sont jugés essentiels pour lui. Oui. Oui, certainement. Ça aurait pu être une avenue qu'on aurait pu envisager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dr. Vallée, mais oui, mais il aurait fallu, c'est ça, une assurance privée où que là, il n'y a pas de délai pour avoir notre remboursement RAMQ, mais on aurait pu utiliser certainement le zirconium en traitement de correction, comme dans le 3e cas, puis ensuite passer en traitement d'entretien. Oui, ça aurait été un autre cas intéressant. Avec des échantillons aussi, on aurait pu lui en donner, puis faire un traitement en aigu. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs chemins pour se rendre à la même place. Alors, à partir du moment où vous vous occupez agressivement de l'hypercalémie, je pense que ça va bien aller. Mais l'approche qui a été présentée, c'est ce qu'on voit assez souvent. Là, on réduit quand l'hypercalémie, en fait, elle est sévère. Souvent, c'est là, moi, que je vais réduire ou arrêter les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Quand l'hypercalémie n'est pas sévère, là, à ce moment-là, je ne vais rien changer mes médicaments. Je vais y aller tout de suite avec un liant du potassium. Puis en même temps, je vais faire d'autres interventions qui peut-être vont me permettre d'abandonner le liant du potassium un peu plus tard, mais pour être sûr de traiter bien dès le départ sans toucher à mes médicaments essentiels, bien, c'est une très bonne avenue. Ça simplifie un peu les choses aussi, là. Moins de suivi, moins d'intervention. Juste qu'on voulait, on voulait discuter du plan de reprise. Là. Donc, si jamais il y a une diminution ou un arrêt de ce type de médicament, l'important, c'est vraiment d'avoir un plan de reprise. Mais si on a l'occasion de déjà aller au chélateur de potassium en correction, c'est encore mieux, ça nous évite des étapes.